tout le monde, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous à distance, donc depuis Louvain-la-Neuve en Belgique. Ici, je vais me prêter encore à l'exercice que j'ai déjà fait ces dernières années de faire ce séminaire autour du position paper, qui est un outil, notamment, enfin, un outil de lobbying assez central dans le travail des acteurs qu'on retrouve dans la bulle européenne. Je vais essayer de faire ça sur, bon, j'ai beaucoup d'éléments parce que comme d'habitude, je prévois toujours un peu trop, mais je vais quand même essayer de faire ça sur une demi-heure pour qu'on ait quand même des questions-réponses. Alors déjà, il faut remettre ça dans le contexte hein, de la place de l'information dans l'espace européen. Donc c'est pour ça que là j'ai mis quelques éléments aussi de littérature, de bien intégrer que là vous jouez des acteurs sociaux qui sont férus d'informations, qui sont news junkies, que ce soit à la fois sur l'information qui nous entoure, de l'information médiatique, mais sur aussi une information beaucoup plus technique et thématique liée aux différentes questions relatives aux politiques publiques qui sont construites au niveau européen et effectivement d'acteurs qui non seulement échangent de l'information à ce sujet, mais qui échangent aussi des informations relatives à ce qui se passe dans cette bulle européenne. Donc ce qui fait dire à Chalmers notamment que en fait, tout le lobbying dans cet espace européen est vraiment structuré par l'échange d'informations et c'est vraiment une monnaie, en fait, une monnaie d'échange extrêmement centrale. Oups, voilà. Et donc là aussi, un autre article, j'ai mis les références à la fin de ma présentation pour les personnes intéressées. Là, ici, c'est un verbatim d'une personne interrogée par CUS dans le cadre d'une recherche qu'il a menée dans l'espace européen, où la personne explique qu'à Bruxelles, le pouvoir est mesuré par les réseaux d'information dans lesquels on est, en fait. Et pour avoir du pouvoir, eh ben, il faut avoir de l'information et surtout de la bonne information, d'être bien informé. Et effectivement, ça nous amène à la question de l'expertise. Et là aussi, il y a beaucoup de littérature scientifique à ce sujet-là sur le fait que c'est vraiment une clé de lecture extrêmement importante dans l'espace européen. Et effectivement, une modalité de médiation. Les médiations se structurent en fait autour de l'expertise, autour de l'information, autour de la connaissance. Et effectivement, le deuxième point à garder en tête, c'est que c'est pas uniquement ici de l'expertise sur un sujet, sur une thématique, par exemple dans ce qui vous concerne sur Euro 7, mais c'est également une expertise sur le processus, les relations, et donc au-delà en fait de la connaissance assez évidente que les gens dans la bulle européenne ont des institutions, c'est aussi connaître les personnes, connaître enfin, avoir des réseaux de connaissances et savoir aussi sur qui s'appuyer au moment par exemple, porter une parole, porter une stratégie d'influence. J'avais ici fait, enfin, la copie d'écran que vous voyez, en fait, c'était une copie, enfin, c'était toute la campagne de communication du Parlement européen autour des élections européennes de mai 2019, en fait, portait justement sur aussi qu'est-ce que le Parlement européen pour essayer de pousser les gens à aller voter. Et donc là, j'avais trouvé ça assez intéressant où ils essayaient d'expliquer quel était en fait le métier de député européen. Et donc, dans cette petite vidéo qui présentait le métier des députés européens, on avait effectivement cette dimension sur le fait que ces députés vont consulter, comme si on reprend les termes, avec les parties prenantes, les parties intéressées et les experts. Et donc, ça nous montre bien aussi à quel point cette dimension, elle est constitutive en fait du fonctionnement des institutions européennes. Et comme dit Cus, en fait, l'expertise, qu'elle soit technique, administrative, géographique, donc aussi liée au pays qu'on représente, est un des piliers en fait du policy making européen. Et effectivement aussi l'autre chose qu'il faut garder en tête, et vous allez comprendre après pourquoi je rentre par là quand il va s'agir de parler spécifiquement du position paper,
Mais c'est aussi le fait que ces représentants quelque part, alors élus ou pas élus qu'on trouve dans les institutions européennes, revendiquent d'aller chercher une expertise qui est à la fois représentative et pluraliste. Alors ici, j'ai pas le temps hein, de refaire l'historique de la construction des institutions européennes et notamment de la Commission, mais ce serait intéressant aussi de faire ce lien avec effectivement la manière dont des enjeux comme par exemple l'agriculture, qui est un des enjeux central dès la naissance des institutions européennes, a été aussi construit par justement ce lien avec entre guillemets la société civile, l'industrie, etc., quoi. Et donc il y a une revendication de la part des institutions d'aller rechercher une expertise qui soit représentative. Donc ça, c'est un enjeu quand même assez important qu'on verra aussi par la suite, qui doit apparaître dans les position papers, donc représenter des membres, représenter des populations, représenter des intérêts, et en même temps pluraliste, puisqu'effectivement les institutions se prévalent d'aller chercher des expertises de tous les côtés pour pas favoriser l'un ou l'autre. Mais là, on verra aussi que il y a quand même des distorsions de ressources entre les différents acteurs et donc cet objectif est peut-être un objectif un peu pieux en fait, en tout cas un peu vain dans la réalité telle qu'on l'observe. Donc l'expertise dans ce cadre-là, elle est vraiment identifiée comme une forme de savoir un peu objectivé, objectif. Donc on va pas trop s'intéresser du côté des institutions sur comment l'expertise vient à être produite. Et effectivement, on va plutôt se dire, bah, c'est un savoir objectif et représentatif. Et donc ça devient un mode de consultation privilégié des institutions européennes. Pour autant, de notre côté, dès qu'on fait un pas justement de côté, et c'est aussi l'objet quand même de ces séminaires, de prendre un peu de distance aussi sur ces éléments-là. Et effectivement, on voit bien que même si les institutions se targuent de construire les politiques publiques sur de l'expertise et donc sur ce qu'ils appellent des évidences, des preuves, néanmoins, en fait, bah, forcément, hein, ça c'est quand même l'objet toujours de lutte d'acteurs. Et ici, Sally Shortall nous rappelle en fait qu'il y a des luttes de pouvoir entre les différents agendas, les objectifs de tous les acteurs impliqués dans le procès, et que même quand on parle en fait d'expertise et notamment d'expertise scientifique, qui est quelque chose qui est assez populaire dans l'espace européen, mais qui l'est aussi dans d'autres espaces de pouvoir et de décision politique. On le voit aussi avec le développement des think tanks en Europe, enfin dans l'espace européen et ailleurs. Néanmoins, même ce type de connaissance, ce type d'expertise est lui-même l'objet de lutte d'acteurs, de lutte d'intérêts, de lutte d'objectifs. Et donc ça, c'est quelque chose aussi à garder en tête. Donc effectivement, l'expertise qui se déploie ici sous forme de preuves, d'évidence, et ben, en réalité, elle est disputée, elle est utilisée et sélectionnée de manière bah, sélective, et elle est d'abord mobilisée pour défendre un argument, et c'est notamment bah, l'objet des position papers, quoi. Donc, comme dit Sally Shortall, ce qui est important, c'est pas tant finalement l'évidence que qui décide ce qui compte comme évidence, comme expertise. Et quelle évidence, quelle expertise, quelle connaissance, quelles preuves vont être utilisées. Alors ici, j'ai aussi agrémenté cette présentation d'extraits d'entretien que j'ai conduits avec toute une série d'acteurs sociaux qu'on trouve dans la bulle européenne, donc de personnes qui travaillent en ONG, en association, de consultants qui travaillent pour l'industrie. Et donc là, j'ai mis quelques extraits ici ou là, donc chaque fois, je les ai mis en vert pour qu'on voit bien que c'est de la parole d'acteur qui est recueillie. Et là, vous voyez que effectivement, ce que dit la personne et ce qui est représentatif de ce qu'ont dit toutes les personnes interviewées, à savoir une bonne vingtaine, c'est qu'en fait, le point de vue, l'argument qui est construit, il est construit à partir de la recherche et encore une fois de cette idée d'evidence. Et donc là, la personne explique un peu la démarche pour construire la recherche, qui d'ailleurs n'est pas sans faire écho d'une certaine manière à la démarche qu'on peut aussi avoir dans l'espace plus académique et scientifique, même si bien sûr il ne s'agit pas du tout du même type de recherche, mais là vous voyez, hein,
la personne parle de données, de démarches à la fois qualitatives et quantitatives. Donc il y a quand même une dimension d'enquête qui est finalement assez intéressante. Ce que dit aussi cet autre extrait d'entretien, c'est que la connaissance, l'expertise, elle est à la fois développée par rapport à une thématique, d'aller beaucoup lire, d'aller essayer voilà, de maîtriser un sujet au plus près de sa technicité. Mais pour les ONG notamment, mais aussi pour l'industrie, pour les associations représentatives, il s'agit d'aller aussi vers les membres en fait qu'on représente. Donc les têtes de réseau, en fait, à Bruxelles, on trouve beaucoup de têtes de réseau qui vont représenter soit des associations et des ONG, soit aussi des entreprises, donc l'industrie qu'on va trouver dans les différents pays européens, quoi. Et donc, c'est aussi cette voix des membres de ces réseaux qui va être portée via aussi l'expertise. Et donc, ici, on peut aussi parler d'une expertise de terrain, puisque c'est aussi ça que recherchent les institutions européennes dans cette démarche d'aller vers l'expertise, c'est d'avoir aussi des éléments qui remonteraient des vrais gens, des vrais publics, des vraies personnes qui savent ce qui se passe sur le terrain. Donc là aussi, ça émane de cette recherche dont je parle, où en fait les personnes interrogées, d'ailleurs même pour l'industrie, certaines utilisaient aussi le terme advocacy, parlaient effectivement d'une démarche d'advocacy qu'elles faisaient, de plaidoyer, qui constituait en premier lieu à conduire de la recherche, et enfin faire de la recherche en gros. Mais là, si vous voyez, en fait, c'est notamment mobiliser différents types de données. Donc déjà faire bien suivre le processus législatif, faire des analyses, mais aller chercher aussi de la recherche académique, donc ça aussi c'est quand même assez intéressant, avoir des études de cas qui émanent du terrain, et puis effectivement à partir de là essayer de produire ce qu'on appelle en anglais de l'evidence, donc on pourrait dire de l'expertise, de la connaissance, et la faire remonter aux policy makers, et en même temps aussi de se coordonner et coopérer avec d'autres acteurs. Et donc ça, j'y reviendrai rapidement aussi à la fin. Donc ça, je vais passer vite. Mais comme je disais un peu plus tôt, en fait, l'expertise, hein, c'est un enjeu de lutte sociale et de définition. Et ici, par exemple, j'ai mis le cas de Finance Watch, qui est donc une ONG que je connais bien parce que j'ai participé et j'ai pu observer de près, en tout cas, sa naissance, et qui, effectivement, a construit aussi son identité et sa légitimité et la raison de son existence sur le fait de développer une expertise, mais une expertise différente sur la réglementation financière, en partant du principe que la seule expertise qui était produite jusque-là émanait de l'industrie, et qu'effectivement c'était insuffisant. Mais néanmoins, on voit aussi que la rhétorique de l'expertise a été quand même centrale à l'ONG pour se construire. Et donc là aussi, d'ailleurs, c'est un extrait d'entretien avec quelqu'un de cette ONG qui là aussi, hein, nous rappelle recherche et plaidoyer. C'est en fait dans le point de vue d'une ONG, ça consiste à creuser un certain nombre de sujets, à les approfondir, à les développer pour en faire un plaidoyer. Donc c'est vraiment le lien aussi entre développer de la connaissance, mais tout de suite en vue d'avoir, comme dit la personne, un angle policy making. Et donc, ce que nous rappelle aussi cette personne, c'est qu'il y a beaucoup de technicité, il manque un N, donc beaucoup de technicité, pas de technicité. Donc il faut connaître les sujets à fond, ce qui n'est pas simple, hein, et je pense que vous en faites tous l'expérience en ce moment. Mais derrière, il y a aussi beaucoup de tactique, vraiment beaucoup de tactique. Et donc en fait, la connaissance, elle est tout de suite aussi produite dans cette visée de tactique et de notamment tenter d'influencer les policy makers. Et comme dit encore la même personne, il dit la recherche et le plaidoyer, c'est trouver l'angle. En fait, c'est ça, c'est trouver l'angle qui va permettre d'influencer le policy making. Et il dit aussi, hein, le plaidoyer, c'est du discours, c'est de la rhétorique, c'est du vocabulaire. C'est convaincre un policy maker. Donc le choix des mots, c'est très important. Donc là, il explique, hein, dans les lobbies financiers, ils ont des mots attrape-tout. On leur dit, vous ne perdez jamais une occasion de les répéter. Donc là, il expliquait en fait que dans le lobby de l'industrie financière, il y avait des mots qu'on demandait justement aux lobbyistes de répéter à tout va. Et que derrière, c'était aussi d'inventer des concepts. Et qu'en inventant le concept, en fait, on définit finalement une manière de voir, une mise en problème. Et qu'après, en fait...
un de ses regrets justement à lui, c'est que c'est l'industrie financière qui construit la mise en problème et qu'après les ONG sont dans une situation de résistance. Mais lui dit il faut créer notre vocabulaire. Le reste n'est que détail à la limite. Tu vas chercher ton truc super technique, machin, mais ce n'est qu'un détail. C'est un détail important, indispensable, mais le mot, c'est l'essentiel. Donc on voit aussi ici hein, l'importance notamment du position paper. Alors la question du cadrage, hein, elle est liée à plein de facteurs. Donc là aussi, hein, il faudrait aller en détail, mais je me suis permise quand même de mettre cet élément-là parce que c'est quelque chose que vous devez aussi avoir en tête quand vous cadrez justement votre argumentaire, de voir bah, où on en est dans le processus institutionnel, de voir la nature du débat politique, de voir la nature des acteurs impliqués et qui ces acteurs représentent, de voir qui nous-mêmes on est censé représenter, de voir aussi où on en est du contexte social, sociétal, et j'y reviendrai, c'est un élément important, et bien sûr, qui on tente d'influencer, qui sont les publics, parce que etc. Donc là, je passe rapidement, parce que sinon, j'aurais pas le temps d'aller jusqu'au bout. Mais de toute façon, je mettrai cette présentation à disposition. Et là, en tout cas, si vous lisez la citation en même temps que je parle, en fait, il s'agit de dire, bah, déjà, si on cible un député de gauche ou de droite, on va aussi adapter son discours par rapport à ça. Bien sûr, on va aussi l'adapter par rapport, bon, là c'est un slide qui date un peu, mais en même temps qui nous dit aussi des choses qui sont toujours contemporaines. On va aussi adapter l'argumentaire en fonction de où on se situe dans le processus institutionnel. Et donc, en général, le position paper arrive quand même plutôt rapidement dans ce processus et on va le décliner par la suite. Et donc là, je vous ai mis aussi un petit calendrier que tout le monde a quand il travaille dans la bulle européenne, qui est le calendrier des séances plénières, et puis enfin, à Strasbourg, à Bruxelles, des séances de groupe politiques au Parlement européen. Donc c'est certes le calendrier du Parlement européen, mais il structure un peu tout le calendrier de la bulle européenne. Et effectivement, la manière dont on va faire du lobbying est pas la même en fonction du début, de la fin du processus, et puis en fonction aussi des personnes à qui on s'adresse, comme je l'ai déjà dit. Donc ça, je passe rapidement. Là aussi, vous aurez les slides et c'est toujours à peu près la même chose que ces slides racontent. Euh, un élément vraiment important, et je pense d'autant plus important pour le sujet sur lequel vous travaillez, c'est le contexte dans lequel on se trouve, pas uniquement le contexte, un contexte institutionnel ou politique immédiat, mais le contexte plus général. Donc là, cet extrait d'entretien date d'une période qui n'est pas si lointaine, hein, une période où on était tous un peu limités dans nos mouvements avec le Covid. Et la personne d'une ONG expliquait qu'en fait, tout le travail argumentaire des ONG ou de tous les acteurs devait être covidifié. Donc on devait reprendre un peu son argumentaire, sa vision, ses propositions en fonction de ce contexte-là. Et aujourd'hui, bah, c'est plus le Covid qui fait l'actualité. C'est certainement encore bien pire et bien plus compliqué que le Covid avec la guerre en Ukraine, la crise de l'énergie, etc. Mais effectivement, ce qu'on peut observer dans la bulle européenne, c'est que bah, le cadrage aussi des questions, des enjeux, a été revisité à l'aune de ce qui se passe autour de notamment l'énergie, quoi. Et effectivement, ce qu'observe toute une série de personnes, c'est qu'effectivement, il y a l'industrie qui a utilisé aussi cette brèche pour porter des projets qui, jusque-là, commençaient à être remis un peu en question par les institutions. Donc ça, je pense que c'est un point aussi important, surtout par rapport au sujet qui vous intéresse. Et puis bien sûr, ici, de garder en tête à qui vous vous adressez, donc parce que le position paper, c'est une étape quelque part d'un processus plus global, et il faut toujours garder en tête à qui on s'adresse à chaque fois qu'on le fait. Et en l'occurrence, le position paper, par exemple, s'adresse aux policy makers dans une vision assez globale, même si on est alors encore à une étape où la Commission européenne peut être privilégiée sur d'autres acteurs.
Ce que dit là, la citation que vous voyez à l'écran, c'est qui vient aussi hein, d'un entretien d'acteur, c'est qu'en fait, et ça c'est plus une problématique aussi pour les ONG, hein, c'est d'arriver à trouver un équilibre qui n'est pas toujours simple entre les objectifs, les valeurs et missions qui sont poursuivies par les ONG et puis la réalité du débat politique, donc une forme de pragmatisme. Donc on pourrait même parler de réel politique. Et en fait, un des enjeux des ONG, c'est comment arriver à répondre quand même à cette contrainte du contexte immédiat, sans perdre quelque part son âme, quoi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui aussi anime et une difficulté assez importante d'ONG qui essayent à la fois d'être proactives, de proposer des changements de cap et qui en même temps doivent se faire une raison sur la marge de manœuvre qui est la leur et sur le fait que parfois il s'agit de participer quand même à des négociations sans être au plus près de ses convictions de départ. Et puis bien sûr, ces ONG, mais pas que, un des enjeux aussi, c'est de créer des coalitions d'acteurs. Donc j'en parlais un peu plus tôt quand j'ai mentionné l'advocacy ou une mission de l'advocacy, une action, une part d'activité de l'advocacy, c'est justement de créer des coalitions d'acteurs. Donc là aussi, je vais passer rapidement. Vous aurez dans tous les cas les slides. Mais donc là, par exemple, effectivement, dans les entretiens que j'ai menés, c'était aussi quelque chose qui ressortait hein, sur la nécessité, en fait, notamment pour les ONG, mais pas que, de créer des coalitions d'acteurs. Donc là aussi, il y a pas mal de littérature pour les personnes intéressées. Vous pouvez aller en savoir plus parce que créer des coalitions d'acteurs, de toute façon, c'est quelque chose d'assez commun dans les arènes des politiques publiques. Mais quand on dit en fait coalition d'acteurs, c'est vrai qu'en premier lieu, souvent on pense aux ONG parce que leurs ressources sont plus réduites et elles doivent alors se souder. Mais il n'y a effectivement pas que, puisque là vous avez par exemple une copie d'écran de la Copa Cogeca qui est une organisation qui représente les agriculteurs et leurs coopératives. Donc on va mettre, enfin si on devait la classifier, on la mettrait du côté de l'industrie. Mais effectivement, on a aussi ici une tête de réseau qui va représenter tout plein d'autres réseaux qu'on va trouver au niveau national, local, etc. Sur le sujet qui vous intéresse davantage cette année, ben là aussi on en a un là. Donc vous avez par exemple European Association of Automotive Suppliers. Donc là aussi, hein, vous avez le fait que cette organisation va représenter 3000 entreprises qui fournissent des composants, notamment pour toute l'industrie automobile. Voilà, là vous avez encore une présentation. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est aussi ces têtes de réseau, donc ces organisations qui représentent d'autres membres, qui vont aussi travailler sur donc le position paper. Euh, Là, bah, si j'ai repris aussi ce slide et j'ai fait une capture d'écran, vous voyez même dans le menu même du site de la CLEPA, vous avez une rubrique qui s'appelle Position Papers pour vous montrer à quel point c'est quand même un élément structurant de la construction de l'argumentation des acteurs impliqués dans les processus finalement de fabrication des politiques publiques. Donc là, vous pouvez aller voir hein, aussi tous ces position papers, parce que c'est aussi l'objectif de ces position papers, hein, c'est d'être libre et d'être disponible pour justement porter les argumentations. Donc vous pouvez aller vous inspirer aussi de tous ces outils que vous avez déjà à votre disposition. Donc là, c'est une autre association qui représente aussi les automobilistes, l'industrie automobile. Et là aussi, vous avez toute une série de position papers. Et vous voyez d'ailleurs, de position papers, pardon, vous voyez aussi la diversité des thématiques, hein, parce que bien sûr, on va attendre ces organisations sur les enjeux qui les concernent directement. Mais si vous regardez, il y a aussi un position paper qui a été produit sur la régulation des données. Donc en fait, c'est en général aussi l'enjeu de ces organisations, c'est d'avoir une vision transversale et de ne pas suivre uniquement la thématique qui est par exemple environnement et transport, mais d'aller voir tout ce qui peut toucher d'une manière ou d'une autre l'industrie.
Ici, vous êtes sur plutôt un slide de Trade and Environment. Donc là, on est sur côté ONG. Et là aussi, en fait, on a l'utilisation. Alors ici, ils vont parler de briefing. Donc là aussi, vous avez des différentes catégorisations en fait, d'outils de communication pour porter l'argumentation. Donc là aussi, je vous ai mis ça pour que vous puissiez aussi aller voir ensuite un petit peu sur ces sites-là en fonction aussi de qui vous êtes. Même si un autre élément important, c'est que quand on produit un position paper pour son organisation, on a en tête ce que font les autres et ce que disent les autres, puisqu'on répond aussi aux arguments des autres dans son position paper. Donc c'est vraiment aussi un point vraiment important. Et donc là, vous voyez aussi, si vous mettez position paper sur le site de TII, vous aurez aussi tout plein d'éléments. Et en même temps, vous avez à droite du slide, vous voyez des communiqués de presse, parce que c'est aussi quelque chose qui est toujours fort utilisé dans la bulle européenne. Donc parfois dans la littérature, on lit dans la littérature scientifique, on lit que les communiqués de presse ne sont plus utilisés, mais c'est en tout cas pas du tout le cas dans l'espace européen. Donc là aussi, un position paper d'un autre type d'acteur. Donc j'ai essayé d'adapter quelque part. Je vous aide un peu si ce n'est pas déjà fait, mais j'ai été chercher des choses autour de la thématique sur laquelle vous travaillez. Donc là, on a l'Association for Emissions Control by Catalyst. Donc vous pouvez effectivement avoir aussi des associations sur finalement très spécifiques, hein. Là, on voit bien avec la thématique de l'association. Et là, vous avez à nouveau aussi des position papers. Donc celui-ci date de juin 2021 et spécifiquement sur l'enjeu qui vous intéresse. Donc, au final, ce que vous verrez si vous parcourez, et je vous encourage à le faire, des position papers, c'est qu'il faut effectivement avoir quand même d'abord en premier lieu un objectif assez clair. En général, vous verrez que c'est des documents assez courts qui vont être déclinés par la suite, justement, par exemple en communiqué de presse, en amendement, en tout plein d'autres instruments. Mais néanmoins, le point de départ, en général, est quand même assez court. Donc assez facile, qui va à l'essentiel, qui est structuré clairement, qui doit pouvoir être réutilisé assez facilement. Et puis encore une fois, le position paper peut évoluer quand même dans le temps, puisque aussi le contexte peut évoluer et puis parfois les gens, notamment les députés européens, peuvent changer. Donc là, en fait, j'avais repris un document, un modèle produit par Guéguin, qui est un lobbyiste qui était un lobbyiste, je ne sais plus si aujourd'hui il est encore et vivant et actif, mais qui était produit comme un exemple justement sur la manière de présenter un position paper. Bon, il n'y a rien de normatif, parce que si vous allez faire le tour de différents position papers, vous verrez qu'il y a quand même des manières qui peuvent être différentes de construire l'argumentation. Mais effectivement, alors là, ici, dans le cadre du jeu, vous avez de toute façon, on ne vous demande pas d'adapter un position paper pour chacune des institutions. Et puis, vous voyez même d'ailleurs que sur les sites internet, il y a un position paper un peu phare. Et puis, encore une fois, après, on va l'adapter. Et donc, effectivement, par exemple, le position papers peut devenir un briefing adapté pour le Parlement, adapté pour la Commission, etc. Mais c'est un peu la base, c'est un peu finalement le point d'ancrage duquel on part, quoi. Donc là aussi, ça c'est des captures d'écran. Et donc ça c'était aussi pour vous donner tout plein d'exemples. Lors d'un des entretiens de recherche que j'avais mené, donc il y a une personne interrogée qui avait parlé du position paper et qui expliquait qu'en fait maintenant il y avait de plus en plus différentes versions du position paper et que c'était aussi lié au digital, que effectivement ça simplifiait aussi la donne. C'est plus comme une époque où on imprimait la chose et puis ça la fixait un petit peu. Que maintenant, en fonction des rencontres avec qui on avait, on allait le reprendre et puis en fait on allait le modifier et l'adapter, etc., quoi. Mais voilà, donc ça c'est effectivement quelque chose aussi qui évolue, mais la philosophie de base reste quand même la même, quoi. Et donc l'idée, c'est d'arriver à clarifier, à poser sa position et son argument. Donc ça c'est vraiment extrêmement important.
Et dans les arguments, bah, ça reprend exactement ce que j'ai dit. C'est pour ça que moi, j'ai aussi commencé par l'entrée sur l'expertise, parce que les position papers doivent faire la démonstration de l'expertise, hein. Donc, en général, il y a toujours des éléments scientifiques, hein, des arguments scientifiques, des arguments d'efficacité, des arguments du terrain. Donc, ça reprend vraiment les points que j'ai développés en amont et qu'on doit retrouver dans un position paper. Et oui, et là, c'était aussi pour mettre la dimension notamment scientifique, où on voit qu'effectivement, énormément, enfin tous les acteurs d'ailleurs, mobilisent en fait des recherches dites scientifiques, puisque la recherche dite scientifique bénéficie d'une légitimité supérieure par rapport à d'autres types de recherches dans cet espace de politique publique. Et donc, effectivement, on a toute une série d'industries qui ont pris l'habitude de mobiliser ce type d'expertise. Et donc, ça interroge aussi hein, sur la nature de l'expertise scientifique. Donc, je passe rapidement parce qu'en fait, il y aurait effectivement énormément de cas, de situations où on voit l'expertise dite scientifique être mobilisée et parfois justifier des positionnements qui peuvent paraître un peu éloignés de ce que d'autres scientifiques pourraient dire sur le même sujet. Donc, comme je vous disais, le position paper, c'est un peu l'ancrage et à partir duquel on va décliner toute une série d'outils, d'instruments, d'étapes quelque part aussi de communication. Et donc, voilà, vous avez témoignage bah, à l'occasion d'auditions publiques. Donc, il faut savoir que notamment le Parlement européen en particulier, en tout cas sous forme d'audition, c'est le Parlement qui fait énormément d'auditions publiques, donc dans les commissions parlementaires. D'ailleurs, si vous allez vous promener un peu sur le site internet du Parlement, vous verrez que tout plein d'auditions sont tout à fait accessibles en ligne. Et donc, en général, bah, c'est le position paper qui va être la première étape de quelque chose qu'on va décliner, par exemple, lors d'une audition quand on est interrogé par une commission parlementaire, lors de discours, de communiqués de presse, différents types de publications, mais aussi des propositions d'amendements, des sollicitations d'entretien, etc. Et donc là, je vais passer rapidement pour quand même, il est déjà 13h02 pour avoir un peu de temps de discussion si vous avez des questions. Là aussi, hein, de toute façon, vous aurez ces éléments-là, ce qui pourront peut-être vous aider. Donc là, c'est par exemple un type, enfin, c'est une manière dont ici l'industrie financière va envoyer son point de vue par rapport à un texte législatif. Donc là, vous avez ces Deutsche Börse Group. Et donc là aussi, hein, vous pouvez vous dire que le position paper est la première étape, mais qu'elle peut se décliner comme ça. Elle peut se décliner sous forme de briefing, donc de briefing au cours desquels on va notamment inviter des députés européens. Elle peut se débriefer sous forme d'études. Donc bon, là, j'ai beaucoup de choses qui sont plutôt industrie financière parce que dans une vie passée, je travaillais pour un député européen qui était sur ces questions-là. Proposition d'amendement. Donc, si vous lisez, ensuite à notre réunion récente, nous avons préparé, donc qui vous indique hein, l'importance des réunions. Nous avons préparé quelques amendements pour le rapport Langen sur le marché des dérivés. Vous les trouverez ci-joints, précédés d'une explication du contexte. Donc, ça veut dire en gros que vous avez des organisations qui envoient des amendements clés en main. Donc, je passe sur d'ailleurs toutes les enquêtes qui ont été menées parfois sur ces amendements qu'on retrouve étrangement dans les textes et donc qui vont aussi se présenter comme ça. Donc, en gros, l'amendement qui est ici proposé, bah, on le retrouve dans une proposition d'amendement d'un député européen. Donc voilà, donc tout ça pour dire que ce côté structurant du position paper est vraiment déterminant parce que c'est lui qui va amener après tous ces éléments. Donc là, je vous passe rapidement, mais voilà, des auditions, enfin, il y a énormément d'espace en fait pour porter son argumentation, pour porter sa vision. Donc là aussi, hein, vous avez, si vous regardez, donc il y a un site d'ailleurs, je vous invite à aller qui s'appelle EU Agenda où vous pouvez d'ailleurs trouver aussi par thématique et vous verrez aussi la floraison d'activités, de rencontres, de séminaires qui sont organisés. Et on revient sur le rôle de ces rencontres qui est aussi bah, justement de créer du lien. Donc c'est pas toujours forcément pour suivre une discussion, mais c'est pour pouvoir identifier des gens et puis porter sa parole près de ces gens, quoi. Donc voilà, donc je passe rapidement. Il y a des expositions aussi qu'on trouve dans les enceintes du Parlement européen pour justement prévoir
enfin, promouvoir un argumentaire. Vous avez des produits divers et variés. Donc ça, j'avais pris en photo des produits que donc la SNCF. Donc on peut se demander pourquoi la SNCF diffuse quelque chose sous forme de boîte de médicaments. Mais vous voyez, chaque boîte de médicaments était enfin, en fait, c'était des bonbons dedans, une thématique spécifique et que derrière, si vous regardez ingrédients et warning, et ben vous avez en gros les arguments défendus par la SNCF sur la question du rail, bien sûr, ici. Et donc, effectivement, là aussi, c'est quelque part des dérivés assez originaux, certes, de position paper, quoi. Donc voilà, donc vous en avez vraiment beaucoup. Et je terminerai là pour quand même avoir le temps d'échange. Il ne faut pas aussi oublier qu'une des manières pour ces acteurs de décliner le position paper, c'est à travers des publicités comme dans Politico, par exemple, donc le média qui est le plus lu dans la bulle européenne. EU Agenda, dont je vous parlais, hein, qui peut être aussi un moyen de diffuser des messages. Ici, vous en avez un sur la législation sur laquelle vous travaillez. Et puis Euractiv aussi. Et donc là, ici, par exemple, vous avez une lettre une sorte de tribune qui est rédigée par Anna Krakinska, qui normalement devra animer un séminaire prochain de transport et environnement. Et donc ça aussi, c'est un moyen de décliner le position paper. Je vais m'arrêter là. Comme je disais, j'ai comme d'habitude beaucoup trop de choses. Donc je vais m'arrêter là pour laisser quand même le temps de discussion. Hop, hop, hop. Et je vais vous laisser la parole. Donc, j'essaie juste de me souvenir comment on... hop, arrêter le portage. Voilà. Pour vous laisser la parole. Et dans tous les cas, je mettrai à disposition le PowerPoint puisque il y a des éléments sur lesquels je suis passée vite, voire sur lesquels je ne suis pas passée. Donc, vous aurez bien sûr le support. Merci beaucoup pour votre intervention. On va laisser la parole à la salle. Ils ont une question, la parole. Je la relève. Arnaud? Il y a Arnaud qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour, je vous entends plus. Allez-y, parlez. Bonjour. Non, on vient de désactiver mon micro, certainement de façon inopinée. On est plusieurs dans la salle, c'est pour ça ici, c'est Antonin. Je voulais en fait vous demander, est-ce que nous, on représente une députée, et est-ce que dans le position paper, on doit écrire donc du coup à la première personne ou à la première personne du pluriel? Ben, là, alors bon, là c'est aussi pour l'exercice parce que les députés européens ne font pas vraiment de position paper puisque c'est plutôt eux qui sont le réceptacle de position papers. Par contre, les groupes politiques en général en font. Mais ici, si vous portez, si vous êtes un député, bah, faut plutôt le faire au nom du député parce que dans les groupes politiques en général, surtout dans certains groupes politiques, les députés peuvent être sur des visions assez différentes. Il faut savoir que dans les groupes politiques, l'organisation, alors bien sûr, hein, les groupes politiques réunissent les députés de partis similaires ou proches qu'on trouve dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, mais la structuration se fait en leur sein pour le fonctionnement du quotidien par le prisme de délégations nationales. Donc il y a quand même, alors c'est plus ou moins fort en fonction des groupes, hein. Dans le groupe des Verts ALE, c'est aussi structuré par délégation nationale, mais c'est nettement moins fort parce que si on regarde les votes, c'est un groupe assez cohérent sur les votes, donc les votes sont assez similaires, mais pas toujours les mêmes, mais ils sont assez similaires entre les députés européens. Mais c'est pas le cas des autres groupes, puisque à la différence, par exemple, de l'Assemblée nationale, il n'y a vraiment pas d'obligation de vote. Il n'y a pas enfin, c'est pas du tout dans la nature aussi du fonctionnement d'avoir une parole très monolithique. Et donc, pour revenir à votre question, ça veut dire il faut vraiment avoir une compréhension fine du ou de la députée, de son positionnement, du pays dans lequel elle vient, du parti politique, quelle liste elle a représenté aux élections, enfin, elle est membre de quel parti politique, et d'essayer d'appréhender aussi si dans le groupe politique, le positionnement
et assez cohérent, homogène, pas homogène, etc., quoi. Et typiquement, le dossier sur lequel vous travaillez, dans certains groupes politiques, il fait vraiment débat, quoi. Donc vous allez avoir au moment des votes, quand il y a des recall votes et donc on a le vote nominal, on va avoir des députés du même groupe politique qui votent pas du tout la même chose, quoi. Donc vous, ça veut dire qu'il faut parler en votre nom, mais c'est pas pour autant que c'est juste moi je pense, c'est que le positionnement de la députée ici ou du député, peu importe le genre, en fait, il est quand même très structuré par sa trajectoire, par le parti auquel il appartient ou elle appartient, voilà, ses votes précédents, etc. Donc, d'un côté, vous pouvez parler en jeu, mais de l'autre côté, c'est pas juste le jeu, quoi. Derrière le jeu, en réalité, il y a quelque chose qui dépasse le jeu et qui est la somme de toutes les contraintes, en fait, de rôle du député en question, quoi. Et donc, je me permets, merci hein, de reposer directement une deuxième question là-dessus. Du coup, du côté des députés, on attend moins disons, des chiffres concrets, peut-être une sorte d'expertise, parce que du coup, normalement, c'est plutôt les députés qui reçoivent cette expertise-là. Alors, parce que nous, Les députés enfin, l'expertise comme monnaie d'échange, elle est vraie pour tous les acteurs de la bulle européenne. Donc là, j'ai mis effectivement la focale très fort sur les ONG, l'industrie, etc. Parce que c'est vrai que le position paper, à la base, hein, c'est plutôt un outil de ce type d'acteur. Par contre, l'expertise, elle traverse tous les champs, quoi. Et en fait, et là aussi, il y a beaucoup de littérature scientifique hein, sur le rôle de l'expertise pour construire sa légitimité, notamment au Parlement européen. Mais vous avez énormément de députés experts au Parlement européen, quoi. Donc, arriver avec des chiffres et des choses comme ça, c'est pas du tout incohérent avec le positionnement, la construction de l'argumentation qu'on trouve au Parlement européen. et ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est pas gênant, par exemple, si on cite des chiffres qui sont proposés par d'autres lobbies, mais qui sont experts dans la matière? Parce qu'on Bah, avait. là aussi, ça dépend du positionnement qui est celui ou celle de du député européen. Si vous êtes, je vais faire assez schématique, mais si vous êtes à la gauche, donc à l'extrême gauche, on va dire, de l'échiquier politique européen, et que vous citez les chiffres de l'industrie automobile, ça fait bizarre, quoi. Si vous êtes un député allemand du PPE, et que vous citez des chiffres de l'industrie automobile, ça va pas paraître totalement incohérent. Donc le truc, c'est la cohérence en fait. Mais que vous citiez des chiffres d'acteurs extérieurs à l'hémicycle, ça, c'est pas un souci, ça circule hein, de toute façon. Hein. L'expertise circule, les chiffres circulent, l'information circule, donc vous pouvez tout à fait le faire. Mais juste d'être cohérent. Ok, merci. Et je vois qu'il y a une question dans le chat. Ben, enfin, ma réponse serait la même, parce que si on parle de président de commission au Parlement, bah, les présidents de commission au Parlement, c'est à la fois des députés européens lambda et à la fois des députés qui ont un mandat spécifique, un peu institutionnel, hein, parce qu'effectivement, quand on est président d'une commission, on attend quand même quelque chose qui va dépasser l'appartenance au groupe politique, mais néanmoins, on reste un député européen qui appartient à un groupe politique. Donc là aussi, moi, je vous invite à aller voir comment s'expriment les présidents de commission au Parlement. Donc, si vous regardez la commission environnement, si vous regardez Envie, donc vous pouvez voir, c'est Pascal Canfin qui est le président, vous pouvez voir comment il s'exprime. Mais il est loin d'être neutre au sens où il est loin d'avoir un discours que serait celui de l'institution, par exemple. Donc effectivement, encore une fois, ce qui est vraiment important quand vous construisez, quand vous écrivez votre position paper, c'est de penser à l'acteur que vous incarnez. Comme tout comédien, vous devez être fidèle à cette personne et vous devez être vraiment cohérent, vous devez être dans sa tête, quoi. Donc ça veut dire que vous devez quelque part au-delà de, et c'est pour ça que c'est pas facile, hein, mais le boulot de toutes ces personnes n'est quand même pas facile, c'est que vous devez à la fois connaître la thématique pour avoir les arguments de fond, mais à la fois, vous devez connaître la tactique pour savoir précisément cette personne, c'est quoi sa tactique à la personne en question, que ce soit un député ou autre, quoi. Et
y a pas un acteur social, surtout dans cet environnement, qui a pas de tactique, quoi. Il y a toujours quelque chose derrière de construire une légitimité, de construire, voilà, notamment pour les députés, la question de la légitimité, de prendre de la place, de faire aussi construire son image à travers un sujet, par exemple, est vraiment important. Ce qui est peut-être moins le cas d'ONG ou d'industrie, où là, on va avoir aussi l'enjeu de représenter ses membres, mais en même temps, là aussi, hein, quand on est directeur d'une association européenne qui représente une industrie, on a intérêt à arriver à trouver aussi la bonne place et la bonne formule pour que les membres de son association ne soient pas mécontents, quoi. Donc il y a quand même toujours des contraintes très fortes qui sont posées sur tous ces acteurs et qui doivent transparaître dans les position papers que vous produisez, en fait. Donc vous devez à la fois connaître le sujet, mais vous devez aussi connaître tout cet environnement dont on parle pour que votre position paper il soit totalement pertinent par rapport à celui-là, à cet environnement, à l'acteur que vous représentez, etc. On a une question, d'accord. Mhm. Est-ce que moi, d'une part, le politique, on va le faire au nom de personnes en particulier au sein de notre pays. Si je le fais, par exemple, en tant que, enfin, moi, je suis d'Espagne, que je le fais au nom du président espagnol, alors qu'en réalité, le président, il est issu d'une coalition d'une gauche plus extrême à une gauche, on va dire, gauche, enfin centre-gauche. C'est-à-dire que du coup, selon les ministres, il y en a qui sont plus à gauche que d'autres. Donc, je représente d'une part qui, ou est-ce que je fais du moins un point de vue général que pourrait avoir le gouvernement. Mais mon autre question, c'est du coup pour le position paper d'un État, est-ce que je pars de mon État pour dire que mon État, c'est en l'occurrence, l'Espagne est une pionnière dans la lutte de la pollution atmosphérique. Est-ce que je pars de mon État pour dire ce que devrait faire l'Europe, enfin l'Union européenne, ou est-ce que je pars de la critique de la situation dans les autres pays de l'Union européenne et quel est mon positionnement dans mon position paper en tant qu'Espagne, enfin espagnol. Alors, est-ce que vous avez pu entendre la question ou est-ce que je vous la... Je crois que j'ai compris, c'est position paper des États ici, et par exemple en prenant le cas de l'Espagne. Mais j'ai envie de dire, alors là aussi, hein, bien sûr, pour le jeu, on demande cette étape-là, puisqu'il nous faut, hélas tristement, on reste à l'université et il nous faut des notes. Donc effectivement, c'est pas forcément un exercice auquel se plient les États en tant que tels. Néanmoins, moi, à mes yeux, c'est exactement les mêmes enjeux et les mêmes éléments. C'est qu'en fait, quand vous représentez un État, ici, vous devez vous imaginer être ministre ou même au diplomate, hein, mais ce qui revient à peu près au même, soyons honnêtes à un certain stade. Et vous devez porter l'intérêt de votre État dans le jeu. Si vous le dites du mal des autres États, imaginez comment vous allez construire du compromis ensuite. Donc en fait, enfin, quelque part, quel que soit l'acteur que vous représentez, un État, un député, une ONG, peu importe, vous devez être dans l'objectif de construire du compromis et d'essayer de faire en sorte que ce que vous avez comme objectif sur ce texte soit repris au maximum par les autres. Donc, en fait, c'est la même chose pour un pays. Alors, le pays ne va pas amener le même type d'argument, bien sûr, parce que le pays il va amener des arguments qui vont être liés, par exemple, si on parle de l'Espagne, déjà à l'effort qui est fourni par l'Espagne sur la question climatique. Enfin voilà, vous allez amener des arguments qui sont propres au pays que vous représentez. Donc là, il faut avoir quand même quelques éléments, un peu de contexte, hein, sans être spécialiste du pays, mais savoir un peu sur quoi le pays jouerait comme argument pour défendre sa position, pardon. Mais au final, c'est un peu la même chose. Donc oui, il y a quand même des informations techniques, parce que enfin, ce que j'ai essayé d'expliquer dans ma présentation, c'est qu'il y a de la technique partout, mais il n'y a pas que de la technique partout, quoi. Donc il faut juste faire attention à pas devenir porter uniquement un discours technique, parce que ça correspond pas à la réalité de la bulle européenne. Par contre,
évoquer des informations techniques, se référer aux traités internationaux bilatéraux pour, je lis le commentaire, l'impact de la norme. Enfin, c'est pas en fait, parce que là, dans le commentaire, on met où, mais en fait, c'est pas où, c'est et. C'est qu'en fait, on va jouer sur différents types d'arguments. Alors après, il faut prioriser quel est l'argument pour vous le plus fondamental, quel est l'argument un peu moins fondamental, etc. Mais oui, on peut évoquer des informations techniques. Oui, on peut se référer aux traités internationaux. Oui, on peut parler de l'impact de la norme dans le pays qu'on représente. Enfin, tout ça, en fait, tout ce qui est mis par Hassan dans le commentaire, en fait, ça a sa place, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment, enfin, en fait, c'est pas, il faut pas penser par ou, en fait. Il faut vraiment penser par et, parce qu'on va jouer sur différents registres d'arguments. Et c'est ça que j'essayais de vous montrer. Dans les répertoires d'action, vous pouvez jouer sur la technicité, une expertise technique, une expertise morale, éthique. Donc, si vous représentez un État, vous pouvez aussi jouer là-dessus, hein, sur une dimension. Par exemple, l'argument de l'emploi, c'est souvent un argument qu'on voit mobilisé par l'industrie chimique ou peu importe, ou agricole, enfin toutes les industries qui vont jouer sur l'argument ah mais si vous faites ça, ça va perdre de on va perdre de l'emploi, on va devoir mettre des gens au chômage. Bah ça va faire partie des arguments moraux qu'on peut retrouver aussi, quoi. Et en fait, c'est vraiment du et quoi. C'est différents types d'arguments qu'on va trouver et qui doivent ensemble former une argumentation cohérente, pertinente et cohérente, encore une fois, en premier lieu par rapport à l'acteur qu'on incarne, quoi. Merci beaucoup. Oui. Ok, très bien. Là, j'ai pas entendu. Alors, c'est une élève qui demande d'aller à la présidence du conseil. Elle demande est-ce qu'elle doit représenter les intérêts de la Tchéquie ou bien est-ce qu'elle doit représenter les intérêts de tous les membres du conseil. C'est bien ça? Mais en fait, je pense que derrière, vous mettez le doigt sur la schizophrénie ambiante dans la bulle européenne, en fait. Vous devez représenter tout, en fait. C'est là où c'est un savant mélange pas simple. Mais en fait, vous représentez à la fois les intérêts quand même de votre pays. Faut pas se leurrer, hein. Et il y a souvent les pays aussi, on met des choses à l'agenda et poussent des dossiers plus que d'autres quand ils ont la présidence. Mais en même temps, c'est aussi un mandat, c'est un mandat de représentation et vous devez aussi incarner l'ensemble en fait des États, quoi. Donc c'est un savant mélange, un équilibre précaire, pas simple, entre défendre les intérêts de son État, mais pas de manière kamikaze, pas de manière, voilà, pas du tout de manière assertive quelque part. Ça doit être fait un peu dans la nuance et en même temps, en premier lieu, institutionnellement, vous portez la parole de tous les États. Donc le truc, c'est que ça, c'est institutionnellement, vous portez la parole de tous les États. Vous êtes là aussi pour veiller au bon déroulement des échanges, des trilogues quand les trois institutions se rassemblent, etc., etc. Et de l'autre, vous avez aussi votre agenda que vous allez essayer aussi de défendre par cet intermédiaire. Mais donc, c'est jouer d'abord l'image institutionnelle de je représente les États. Et de l'autre côté, j'ai mon agenda et par cette entreprise, je vais essayer aussi de défendre un point de vue. C'est un peu schizophrène, c'est pas simple. Merci. D'autres questions? Alors, il y a une dernière question sur le groupe. Oui, bah, le rendu est individuel, mais là aussi, hein, pour moi, les questions que vous soulevez, donc la question c'est pour le rendu, c'est individuel ou en groupe, et si c'est en groupe, c'est avec les autres membres de notre parti. Les questions que vous soulevez, pour moi, elles sont très pertinentes parce qu'elles sont vraiment. Alors, d'un côté, c'est votre agenda individuel, personnel d'être étudiant aujourd'hui, mais c'est pas éloigné de la réalité des acteurs que vous incarnez. Bah ici, c'est individuel, mais ce qui est individuel ne veut pas dire qu'il n'y a pas un moment ou un autre un travail de concertation avec d'autres, hein, parce que si vous êtes plusieurs, par exemple, députés d'un même groupe politique et que vous dites des choses qui n'ont rien à voir les unes les autres,
ça peut être problématique. Mais encore une fois, si vous êtes plusieurs députés d'un même groupe, vous n'avez pas pour autant pas les mêmes contraintes. Donc effectivement, là aussi, vous devez peut-être voir ce que vous pouvez mettre ensemble pour qu'on retrouve dans différents position papers. Si vous êtes, je dis par exemple, plusieurs députés de Renew, mais vous n'allez pas dire la même chose en fonction de qui vous êtes, dans quel pays vous avez été élu, d'où vous venez, etc., etc., quoi. Donc voilà, il y a des trucs où, enfin, c'est vraiment la réalité, hein, de parfois essayer de mettre des choses en commun pour une économie d'échelle aussi, et puis aussi pour se dire, bah voilà, enfin, aussi pour la connaissance du sujet, ça peut être pertinent, mais après, le positionnement, là, il est totalement individuel. La dernière question de Bonjour, Zainab, est-ce qu'on m'entend? Oui, Ok, super. J'avais une question, c'était plus par rapport à la pratique du jeu, concernant les fiches de préposition que les eurodéputés, les États et les stakeholders vont rendre le 4 novembre. Nous, à la Commission, on publie donc notre texte le 18 novembre, donc 2 semaines après. Est-ce qu'on va prendre en compte toutes ces fiches de préposition aussi dans le jeu du compromis ou dans cette phase de consultation, ou est-ce qu'on reste sur les consultations qu'on organisera nous? Ou est-ce que ces fiches de préposition, il faudra aussi les lire, les prendre en compte je vais pour peut-être réaliser laisser Philippe Ouais. répondre là. Je ne veux pas dire de bêtises. Tu le dis. On ne vous entend pas, monsieur. Commencez par jamais vraiment. On n'entend toujours pas. À la réponse. Toujours rien, je ne sais pas ce que... Vous nous entendez? Là j'entends Zainab, oui. Tu m'entends, entendu? Oui, oui. Enfin, toi, oui, mais monsieur Anouar, non. Ouais. Vous m'entendez? Mieux, oui, oui, oui. Et ça a coupé. Zainab. Ouais. Est-ce que je m'entends? Est-ce qu'on m'entend? On entend avec un écho, mais je me demande si c'est parce que Zainab, il y a deux comptes qui apparaissent sur mon écran en fait. Donc je sais pas. Mais en tout cas, on entend Zainab quand elle parle, mais ça apparaît deux fois, donc c'est peut-être. Je retente. Il y a un écho aussi. Sinon, vous prendre la place de Zainab, ça avait l'air de fonctionner quand Ouais, même. ouais. Est-ce que vous m'entendez? Super, oui, oui. Ah bon, super. Bon, donc, ce que j'expliquais, mais vous ne m'entendiez pas, c'est que donc, la Commission mène son propre calendrier de consultation qu'elle a publié, donc avec les acteurs institutionnels et non institutionnels qu'elle a identifiés dans le périmètre de cette consultation. C'est aussi les groupes d'experts qui sont inscrits, enfin les experts qui sont inscrits à un groupe d'experts. Et donc, la question qui est posée par Tanguy, c'est s'il arrivait finalement un position paper d'importance, c'est-à-dire, j'imagine, commis par une grande firme
international, un acteur industriel central qui n'aurait pas été pris en compte, par exemple, par la Commission. Est-ce qu'elle regarde le position paper? Oui, évidemment. Évidemment. Elle ne peut pas ignorer une prise de position d'une marque européenne, je sais pas, admettons Volkswagen ou un truc comme ça, sur un sujet tel que le nôtre. Donc, encore une fois, c'est un peu les réponses que vous a faites Sandrine Roginski. Il y a des règles formelles, mais un processus de négociation à la fabrique d'un compromis européen suppose une forme aussi d'informalité et en tous les cas, il n'y a pas que ce qui est formel dans la négociation. Et donc là, quand il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, ben, on ne l'ignore pas. Je ne sais pas si Sandrine, tu aurais fait la même réponse. Non, j'aurais fait exactement la même réponse. Comme tu es le maître du jeu, je voulais te laisser dire ça, mais effectivement, je suis entièrement d'accord. Oui, oui. Enfin, Après, très sincèrement, il y a quand même une forme là aussi de cohérence du positionnement des acteurs et en général, voilà, on sait à peu près quand même qui va dire quoi et voilà, voilà, c'est pas non plus complètement sorti de nulle part en fait. et que la position dans les négociations européennes et plus largement dans les affaires européennes, elle se construit dans la durée. Il y a rarement des revirements inattendus voilà, d'un grand acteur de taille européenne. Donc, normalement, il y a beaucoup de prévisibilité et une petite marge de jeu. Tout à fait. On est bon, je remplace Zineb, je mets fin. Non, allez-y, je te laisse. Donc, mille merci Sandrine pour ta disponibilité. Je ne sais pas que tu n'es pas trop décalé, je sais que c'était au Canada il y a peu de temps. Mille merci pour votre présence en ligne et en présentiel. Et donc, la suite au prochain épisode, mardi, le programme est en ligne.